Et on accueille ce matin sur LCI avec beaucoup de plaisir Daniel Cohen. Bonjour à vous. Bonjour. Vous gardez le masque. Je l'enlève si vous voulez. Voilà, président de l'école de l'économie de Paris. Que pensez-vous des principales propositions des candidats à la présidentielle? On va en parler. On va surtout parler de l'héritage. Mais d'abord, vous tombez à pic, si je puis dire, ou plutôt il y a un chiffre qui tombe à pic et on va pouvoir le commenter grâce à vous. On vient d'apprendre que la croissance française est de 7%, c'est le chiffre définitif pour 2021. Le gouvernement a annoncé un peu plus de 6%, la Banque de France 6,7%, 7% au final. Belle performance de l'économie française l'année dernière. Oui, magnifique performance compte tenu des anticipations qui, en effet, au début de l'année, ne nous amenaient pas du tout ici. On pensait à la fin que ce serait plutôt 6-7, en effet. C'était le pronostic aussi bien d'ailleurs de l'INSEE que de la Banque de France. Mais on fait 7 parce que la fin d'année est très bonne. Bon, c'est un chiffre évidemment qu'il faut comparer au moins 8% qu'on avait fait l'année précédente. Donc on est dans une logique de rattrapage des tendances antérieures, mais en trimestre, on a dépassé le niveau du dernier trimestre 2019, même si sur l'ensemble de l'année, qui est une somme de trimestres, oui, on reste en deçà du PIB de 2019. C'est un point que rappelle l'INSEE, mais ne pinaillons pas. On est sur une dynamique de rattrapage, non pas seulement du niveau, mais des tendances passées, ce qui fait que l'année prochaine sera encore sans doute une bonne année. Et c'est vraiment à la fin de l'année prochaine qu'on aura récupéré ce qui aurait été le PIB s'il n'y avait pas eu cette crise. D'accord, donc cette année, on va encore être sur une trajectoire, oui, très bonne. Je voudrais qu'on s'arrête aussi sur un chiffre qu'on a eu cette semaine. Normalement, effectivement, s'il n'y a pas à nouveau une grave crise sanitaire. Jamais la baisse du chômage, ça aussi on l'a appris il y a quelques jours, n'a été si importante. Depuis qu'existe la statistique, moins 12,6% pour les chômeurs sans aucune activité. Cette baisse du chômage, d'abord Daniel Cohen, elle passe pas inaperçue, mais quasiment. Il y a 2 ans, on prévoyait un crash dramatique pour l'emploi. Rappelez-vous, on en avait parlé ensemble. C'est pas le cas. Donc là aussi, c'est une très bonne nouvelle. Et une nouvelle plutôt inattendue. Oui, tous les voyants sont au vert et en effet, on n'avait pas prévu ça. Donc il faut essayer de bien comprendre qu'est-ce qui fait qu'aussi bien la richesse, le PIB, que l'emploi soient au rendez-vous. D'abord, encore une fois, ça s'observe à peu près partout. Le rebond est beaucoup plus rapide que prévu dans la plupart des pays parce que la plupart des pays ont subi et ont fait à peu près les mêmes politiques économiques. Donc le point le plus important, c'est que face au grand pessimisme, notamment des économistes, la plupart des gouvernements ont mené des politiques de relance, le quoi qu'il en coûte en France, mais aux États-Unis, en fait, c'est presque 2 fois plus en efforts budgétaires que ce qu'on a fait nous-mêmes l'année dernière. Tous les gouvernements des pays riches qui ont pu se le permettre ont mis tout ce qu'il fallait pour éviter les faillites, pour éviter que les salariés disparaissent du marché de l'emploi. Nous, le chômage partiel, notamment, a joué un rôle très important. Donc, on a mené des politiques budgétaires très, très fortes pour ça. En partie parce qu'on avait eu très peur. Donc on s'est trompé, mais les raisons pour lesquelles on s'est trompé sont endogènes à la menace qui était réelle à l'époque. La deuxième chose, c'est qu'on a eu un vaccin beaucoup plus vite que prévu. Et ça a dépassé, là encore, toutes les anticipations. Donc on a été pris à contre-pied. On pensait qu'on allait chuter, puis tout d'un coup, en fait, la bonne nouvelle est venue. Et puis le troisième point qui me paraît très important, c'est qu'en général, quand il y a une crise financière, je vais dire un mot un peu comme ça technique, les anticipations des agents s'égarent. Il y a une crise financière, je perds confiance, je pense que tout le monde est plus ou moins insolvable, je ne vais rien faire avant que vous ne fassiez vous-même. Donc on est dans une espèce d'attentisme. Là, tout le monde a pu suivre l'évolution du taux d'incidence. On a vu que la crise était en train de se résorber. Avant même les vaccins, au cours de l'été 2020, si vous vous souvenez, il y a eu un rebond extraordinaire qui a d'ailleurs entraîné un rebond des contaminations. Parce que tout le monde pouvait regarder, un peu comme la météo, le temps qu'il faisait et tout le monde s'est mis à sortir en même temps. Donc la reprise n'a pas eu ce temps de latence qu'on observe d'habitude. Dès qu'on a vu que la situation sanitaire était meilleure, en termes de taux d'hospitalisation notamment et aujourd'hui en taux de vaccination, en fait, la respiration s'est remise en marche à son rythme régulier, beaucoup plus vite qu'on avait anticipé. Alors, je voudrais m'arrêter sur... parce qu'on n'a pas souvent les occasions de se féliciter, on va voir si c'est à juste titre ou pas. Il y a un prix Nobel de l'économie, Paul Krugman, je ne sais pas si c'est votre école ou pas. Enfin, il est américain, mais je le connais. Il est américain, bien sûr. Ouais. Il a écrit un papier dans le New York Times dans lequel il a dressé des couronnes de laurier à Paris en disant que la France avait finalement fait très bien, peut-être même mieux que beaucoup dans la gestion de cette crise. L'un des succès français, dit-il, Paul Krugman, c'est la baisse substantielle du taux de chômage des jeunes
dû notamment au succès de l'apprentissage, et puis le quoi qu'il en coûte, et notamment, vous le disiez, le choix du chômage partiel. Il dit que c'était plus intéressant de faire ça que d'envoyer des chèques comme Biden l'a fait aux Ouais, États-Unis. ouais. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que Biden a envoyé des chèques à tous les Américains sans considération pour leur situation. Donc il y a beaucoup de gaspillage. Et d'ailleurs, on lui avait reproché le fait que Krugman dise ça, c'est moins des lauriers tressés à la France en réalité critiques à Biden. qu'une critique D'accord. implicite de Biden et du soutien que lui-même avait apporté aux mesures de Biden. Il est en train de se rendre compte, avec beaucoup d'autres, que les mesures de Biden ont créé des tensions inflationnistes plus fortes que chez nous, même si chez nous, elles sont aussi considérables, mais plutôt pour des raisons extérieures, le prix de l'énergie. Et donc, il revient un peu sur l'encouragement qu'il avait donné lui-même à Biden. Mais c'est vrai que les mesures de chômage partiel, de prêts garantis par l'État, etc., ont bien fonctionné. C'est aussi une partie de l'apprentissage que nous avons fait nous-mêmes des crises antérieures. Le chômage partiel, c'était la mesure que les Allemands avaient privilégiée en 2008. Et je pense qu'il y a eu en quelque sorte un retour d'expérience. Et le gouvernement français, le ministre des Finances notamment, je crois, a été très attentif à tirer ses leçons des raisons pour lesquelles l'Allemagne en 2008-2009 avait mieux géré à l'époque le retour à la normale que nous, et le chômage partiel, c'est-à-dire on ne licencie pas, on attend que ça passe, c'est révélé, et c'est le bon sens en fait, une très très bonne disposition. Alors, ce rebond, quand même, Daniel Cohen, est-ce qu'il peut aussi être imputé favorablement à des réformes qui ont été engagées très antérieurement? Je ne sais pas, moi, la rupture conventionnelle, par exemple. Plus récemment, la réforme de l'indemnisation du chômage qui est bordée par les prud'hommes. Il y a aussi, depuis longtemps, la baisse des cotisations sur les bas salaires. Cet ensemble-là, est-ce qu'il est important dans la croissance qu'on a aujourd'hui? Ce qui est important à long terme, c'est un vrai sujet. Dans le retour d'aujourd'hui, franchement, sans faire de polémique, je ne crois pas. Je crois que ça n'a D'accord. absolument rien à voir. Le taux de chômage est à 8,1. Il va descendre, selon l'INSEE, à 7,6. Donc ça, c'est un très, très bon résultat. Mais en fait, là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, en termes de taux de chômage, on est revenu au niveau avant la crise. On est revenu au niveau de 2019. Donc, je crois malgré tout que ce qui se passe, c'est la démonstration que nos économies ont été beaucoup plus résilientes que prévu. C'est ce qu'on a dit. Le quoi qu'il en coûte, ça, oui, a joué un rôle fondamental. Le chômage partiel a joué un rôle fondamental. Mais l'empreinte des mesures structurelles, honnêtement, Ouais. je ne crois pas que ça joue un rôle. Les États-Unis sont venus aussi quasiment au même taux de chômage qu'avant, alors qu'ils n'avaient pas fait le chômage partiel. À Ils sont un peu propos, au-dessus encore, mais quasiment de retour au niveau antérieur. À propos des États-Unis, il y a un phénomène quand même qui nous fascine, c'est ce qu'ils appellent the big resignation, la grande démission. Ouais. Le fait que, encore plus que chez nous, beaucoup plus, je crois, il y a une pénurie d'emplois. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec le travail? Qu'est-ce qui se passe Voilà. avec le rapport au travail? C'est la grande question, c'est the Great Resignation. Voilà. Il y avait la C'est the Great, Great Question. il y avait la Great Depression pour La Grande caractériser 1929, Ouais. the Great Recession, c'est-à-dire la grande récession pour caractériser 2008, et comme ils adorent les great à toutes les sauces, cette fois-ci c'est the Great Resignation, c'est-à-dire la grande démission. Et c'est en effet un phénomène, je crois, très important. On ne le voit pas exactement avec la même intensité en France, mais je pense que c'est là, c'est sous-jacent. Les entreprises françaises, comme aux États-Unis, en réalité ont beaucoup de mal à recruter. Et c'est en partie lié au fait qu'on paye, en tout cas certainement aux États-Unis, on paye 30 ans de précarité du marché du travail. Et au fond, cette crise a servi de choc psychologique révélateur où, à la faveur de la reprise aussi, les gens refusent de revenir dans les mêmes conditions qu'avant. Vous avez vu certainement des reportages où on montre qu'en direct, avec TikTok, je sais quoi, je me filme en train d'aller voir mon patron dans un McDo ou des emplois de cette nature mal payés, précaires, aller lui dire « je te quitte, je pars » en plein milieu de l'après-midi, quoi. Parce que les Américains en ont marre de ces conditions de travail qui sont très très dures, qui traduisent aussi une montée extravagante des inégalités aux États-Unis depuis 30 ans. Le tissu social s'est vraiment fragilisé. Et cette reprise et ce choc psychologique font qu'on ne revient pas comme avant. Donc il y a beaucoup de secteurs qui sont partis pour de bon, notamment les seniors américains ont tous pris plus ou moins une retraite anticipée. Vous êtes à 2 ans de la retraite, au revoir, j'en peux plus, j'arrête. Beaucoup de femmes refusent de revenir dans le marché du travail, dans les conditions de précarité où souvent
aussi leur situation matrimoniale les astreint. Et puis, il y a des jeunes qui sont plus exigeants aussi. Donc, il y a tout ça fait qu'il manque 5 millions de gens sur le marché du travail. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de démissions. En France, si on anticipe, comment s'adapter? Et je pense qu'en France, on en voit les traces aussi. Il y a des tensions salariales. On en parle souvent. Il y a des tensions salariales. Beaucoup d'emplois qui étaient en première ligne, comme on a dit pendant la crise, qui se sont sentis, au fond, à l'occasion de cette crise, à la fois considérés pour ce qu'ils faisaient, ce qui n'était pas le cas avant, et sous-payés pour ce qu'ils faisaient aussi. Donc je crois que tout ça va être l'occasion un peu d'une remise en question, au-delà des ajustements de salaire, qui vont être évidemment très importants, mais je pense une remise en question de notre façon de procéder. La revendication de télétravail qui est très importante chez les salariés, alors même qu'on disait pendant la crise, rien de tel que de voir ses collègues, etc. Et c'est vrai que c'est évidemment très important, mais quand même, il y a une petite trace. Tiens, c'est pas si mal de ne pas avoir à aller tous les matins s'entasser dans les transports en commun. Ça fait aussi partie aux États-Unis des raisons de cette Great Resignation. C'est-à-dire le commuting aux États-Unis est très très lourd. On peut mettre 1 heure et demie en voiture dans les embouteillages. Donc tout ça fait qu'il y a une petite rupture de charge très intéressante et à suivre. Et on verra si c'est présent dans la campagne d'ailleurs. Si les candidats parlent de ce rapport au travail dont vous dites qu'il est en train de muter. Voilà, exactement. La lutte contre le chômage, ce ne sera peut-être pas un thème, contrairement aux autres campagnes. En revanche, il y en a un qui monte, qui est là sur la table, c'est l'héritage. Oui. Alors, tous les candidats, ils vont de leurs propositions. Il y a certains qui les baissent pour ménager le droit à la propriété. Et puis, il y a ceux qui les augmentent au nom de la justice sociale. Est-ce qu'il faut toucher au grisby, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il faut toucher au système actuel? Moi, je le crois profondément, hein, sans faire monter comme ça la rhétorique, mais quand on regarde la situation française, tout le monde sent qu'il y a une montée des inégalités diffuses, que les conditions ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans, quand un jeune se présente sur le marché du travail ou sur le marché de l'immobilier pour acquérir un bien, etc. Quand on regarde les inégalités de revenus, ça n'a pas beaucoup augmenté. Ça a un peu augmenté, mais pas beaucoup. Il n'y a pas d'inégalité de revenus spectaculaire. Pas spectaculaire en France. Non, voilà. Relativement aux autres pays les plus bas, comme les pays scandinaves notamment. En gros, le 1% le plus riche, qui est un peu l'indicateur qu'on suit, en France, gagne 10% du revenu total, ce qui est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il gagne 10 fois plus que sa part dans la population. Mais on a des chiffres très proches, même dans les pays scandinaves, qui sont les champions de la lutte contre les inégalités. Aux États-Unis, c'est le double. Le 1% le plus riche gagne 20% du revenu total. Là, on est vraiment dans des trucs extravagants. Donc, on pourrait évidemment continuer la lutte contre les inégalités. Mais j'ai envie de dire que quand on regarde les statistiques internationales, c'est pas par là que ça blesse. Par contre, quand on regarde les inégalités patrimoniales, les inégalités de fortune, là, on est sur des chiffres qui sont très préoccupants. On est en France aujourd'hui dans une situation où le 1% le plus riche a 30% du patrimoine et le 0,1% le plus riche hérite d'un patrimoine des générations antérieures qui est 100 fois supérieur au patrimoine dont hérite le médian, c'est-à-dire pas le plus pauvre évidemment, le médian, c'est-à-dire le bonhomme qui est au milieu de la distribution de revenus ou de patrimoine, il hérite de 100 fois moins que le 0,1%. Vous voulez dire qu'on est dans une société de rentiers, plus qu'on l'était dans les années 50. Exactement. 60. Et on a un rapport qui a déclenché toute cette controverse très intéressante du Conseil d'analyse économique. Un peu comme au 19e siècle, quoi. Alors, on n'est pas encore au 19e. Non, mais pour être riche, il vaut mieux hériter. Il suffit de naître parfois, c'est ça le truc. Il faut naître, c'est ça le point. Et quand on regarde la part de l'héritage, la part du patrimoine aujourd'hui qui est hérité en France, c'est 60% du patrimoine qui vient en réalité d'un héritage. Dans les années 70, il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ans maintenant, c'était 35%. C'est-à-dire ça a quasiment doublé. Et si on extrapole au rythme où ça va, chaque année, il faut savoir que l'héritage représente 15% du PIB. C'est des sommes qui donnent le vertige. Chaque année, il y a 15% du PIB, des revenus, qui est transmis à l'occasion d'un décès d'une génération à une autre. À ce rythme-là, dans 30 ans, on sera une société du 19e siècle. C'est-à-dire on aura 80% du patrimoine. Patrimoine, ça veut dire que votre appartement, c'est-à-dire votre entreprise, etc., qui aura été hérité. À la hausse des prix de l'immobilier. C'est lié à la hausse du prix des actifs financiers ou immobiliers qui ont explosé depuis les années 80 et qui font qu'aujourd'hui, pour devenir propriétaire d'un logement, si vous n'êtes pas vous-même déjà héritier de quelque chose d'un peu plus petit, mais qui vous sert de marchepied pour accéder à la propriété, ça devient très difficile. Donc je pense que le débat... Le travail, si méritant qu'il soit, je grossis le trait,
ne suit permet pas. pas de devenir riche comme Patrimonialement. aussi efficacement que Ouais. l'héritage. Voilà. Alors que dans les années 50-60, Ouais. très forte croissance du revenu, tout le monde s'endettait pour acheter un immeuble ou un patrimoine immobilier, et au fond, on y arrivait. Encore une fois, en 70, à la fin Alors, des qu'est-ce qu'il faut faire, Daniel Cohen? Donc Faut toucher à pense. quoi, Alors brièvement? moi je pense, je suis les recommandations de ce rapport du Conseil d'analyse économique qui n'est pas du tout révolutionnaire. Après, chacun peut mettre les On curseurs où rappelle il que veut. ça dépend de Matignon, c'est un organisme donc. Voilà, le Conseil d'analyse économique, mais indépendant. Enfin, il le prouve Indépendant, d'ailleurs, mais bon, et il le il y prouve a un d'ailleurs lien avec quand même. avec ce Ouais. rapport. Et il fait plusieurs recommandations qui, je crois, pourraient être acceptées par tout le monde. Après, à charge pour chacun de se disputer sur les taux correspondants. Donc la première proposition qu'il fait, c'est d'abord de ne plus taxer l'héritage au moment où il se constitue, au moment où il y a un décès, à proportion de l'héritage lui-même, mais de taxer les héritiers. C'est-à-dire de dire, vous avez 100, vous avez 5 personnes, alors à ce moment-là, chacun a 20, et c'est ces 20 qui vont être taxés, selon un barème qui sera pour 20, et non pas un barème pour 100. Donc déjà, individualiser la taxation, ce serait une première chose. Et puis l'individualiser tout au long de la vie. Vous avez hérité telle année d'un parent, puis une autre d'une autre chose, etc. Tout ça s'accumule et on sait à chaque instant de combien vous avez hérité, et le barème est cumulatif tout au long de la vie. D'accord, on ira lire le rapport. Mais justement, à propos. Bon, je sens que je vous ai perdu Non, sur mais ce- est-ce que. Individualiser juste- et cumuler, voilà, et c'est ça cumuler. voilà. Mais à l'intérieur de ces propositions, finalement, puisqu'il y a une longévité, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de pouvoir beaucoup plus transmettre du vivant aux nouvelles générations? Et même philosophiquement, ça nous permettrait d'avoir un rapport avec la mort différent. Finalement, c'est plus intéressant de transmettre Oui, que de prévoir son héritage. mais la non proposition de ce rapport va dans ce sens. C'est-à-dire oui, qu'à partir du moment où en fait vous êtes taxé par rapport à tout ce que vous avez reçu, si vous donnez les premiers barèmes à vos enfants, il y a Voilà. pas, le taux n'est pas important. Là aujourd'hui, on transmet en jouant avec les dispositions fiscales. On a le droit à 100 000 tous les 15 ans. Hop, tous les 15 ans, vous allez transmettre 100 000 si vous avez les moyens de le faire. Donc c'est pas efficient, c'est juste lié, c'est contingent aux dispositions fiscales. Avec ce principe, vous cumulez tout ce que vous avez donné. Vous pouvez donner, si vous avez les moyens, X à vos enfants. Ils seront Voilà. taxés à proportion de ce X pour chacun des enfants. C'est clair, c'est transparent. Et vous n'avez pas à attendre le meilleur moment fiscal pour le faire. Vous donnez à vos enfants, si vous avez les moyens, au moment où ils en ont besoin, sachant qu'ils seront taxés à proportion de ce qu'ils ont reçu au moment où vous l'avez fait. Donc je pense que ça va dans le sens de l'efficacité économique que vous dites. C'est pour ça, je pense qu'on pourrait avoir un accord sur un cadrage comme celui-là. Et après, que le débat droite-gauche commence sur à quel niveau je mets le barème, à quel niveau je mets les franchises. Les uns peuvent le mettre très haut, très bas, prendre des taux marginaux très élevés. Ça, c'est de la bonne démocratie. Mais là, on n'y arrive pas parce qu'on a un double débat sur le principe et sur les modalités. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on arrive à un débat sur les modalités en s'accordant sur le fait qu'il y a quand même une matrice beaucoup plus Vous satisfaisante reconnaissez que ces c'est un jeux. sujet sensible. C'est un sujet Parce que ça sensible, touche à la propriété, Oui. la transmission. bien sûr. Et que, dans un sentiment, avec un sentiment de déclassement, enfin, Ouais. un fond de sauce collectif, C'est pour ça compliqué. que le rapport du Conseil d'analyse économique ne propose pas d'augmenter les barèmes. Il propose de mettre plus de transparence entre ce qui est donné, ce qui est reçu par les uns tout au long de la vie. Et je pense que c'est cette étape qui est C'est très celle-là. importante pour dépassionner ce débat. Donc, c'est passionnant. Merci à vous, Daniel Cohen, d'avoir été ce matin l'invité de LCI. Bonne journée à vous. Merci à vous Et dans aussi. un